Bonjour, je m'appelle Arnaud Desjammes, je travaille comme chargé de recherche et d'exposition au Centre Pompidou-Metz. J'ai accompagné les commissaires d'exposition Jean-Marie Gallet pour le Centre Pompidou-Metz et Marie-Charlotte Calafa pour le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, plus connu sous le nom de MUCEM, qui se situe à Marseille, lors de la phase de recherche et de conception de l'exposition Folklore. Tout d'abord, avant de partir sur les traces du loup, quelques mots sur l'exposition qui explore les liens qu'entretiennent l'art moderne et contemporain avec le folklore sur une période qui s'étale des prémices de la modernité dans les années 1880 jusqu'à aujourd'hui. Elle montre comment nombre d'artistes d'avant-garde se sont inspirés de formes et de pratiques à la fois traditionnelles et populaires qui sembleraient a priori aller à l'encontre de démarches artistiques qui ont souvent changé le regard porté sur l'art. Paradoxalement, le folklore a constitué une source constante de renouvellement. C'est ce que met en avant l'exposition au Centre Pompidou-Metz, qui nous amène notamment à travers la Bretagne de Paul Sérusier, la Russie de Vassili Kandinsky, la Bavière de Gabriele Münter, la Roumanie de Constantin Brancusi, l'Espagne de Natalia Goncharova, la Suisse de Sophie Henriette Tauber-Harp, entre autres. Le voyage, grâce aux œuvres et aux pièces diverses, s'effectue essentiellement en Europe, car l'exposition dresse en parallèle l'histoire du folklore en tant que discipline, parfois controversée, qui a joué un rôle important dans la construction des identités régionales et nationales, ainsi que dans l'évolution des sciences humaines, comme en France. L'autre angle d'approche emprunté par l'exposition est celui des artistes qui s'intéressent au folklore, souvent collectionneuses ou collectionneurs, collectrices ou collecteurs, enquêtrices ou enquêteurs, procédant parfois de façon très proche de certains folkloristes entre méthodes scientifiques et empiriques. Quelques mots brefs maintenant sur le folklore. Comme on peut l'entendre, c'est un mot aux consonances anglaises, anglo-saxonnes, qui a été forgé au milieu du XIXe siècle, qui signifie le savoir des peuples. Folk, peuple, lore, savoir. En français, il désigne à la fois la discipline sur laquelle se penche un ou une folkloriste, ainsi que son objet d'étude que sont les arts et les traditions populaires. Dans ce sens, le folklore regroupe de la sorte une dimension dite matérielle avec des objets, les outils, les pièces d'artisanat et ainsi de suite, produites par des populations spécifiques, de même qu'une dimension dite immatérielle avec tout ce que cela relève, des traditions, des rites, des coutumes, des usages, des chants, de la danse, mais aussi des contes. Quand nous évoquons le folklore, les contes, sans doute, parce qu'ils ont baigné nos enfances, font partie des premières catégories auxquelles nous l'associons. Et l'une des toutes premières figures animales qui nous vient à l'esprit quand nous pensons aux contes, du moins en France, est celle du loup. Lorsque nous associons le loup et le folklore, sans doute repensons-nous aussitôt aux histoires des contes où il en est le principal protagoniste. Le petit chaperon rouge, la chèvre et les biquets, les trois petits cochons. Nous retrouvons le loup dans les contes du français Perrault, en Allemagne chez les frères Grimm, en Angleterre avec James Halliwell. Tous peuvent être considérés par leur intérêt et leur méthode de collecte comme des folkloristes avant la lettre. Le loup est l'une des figures du folklore qui dessine les relations étroites qu'il a entretenues avec l'être humain depuis des milliers d'années. L'être humain s'est souvent assimilé au loup au sens où il voyait un partenaire ou un rival. Il revient dans les histoires et endosse des rôles multiples, parfois contradictoires en fonction des époques et des cultures. Alors le loup, c'est un animal qui est perçu de manière complètement différente suivant les pays et même en France suivant les différents âges. C'est ça qui est très intéressant chez cet animal-là. C'est une espèce qui a été dans un premier temps très bien perçue dans beaucoup de pays. Il s'était considéré même comme un animal totem, un dieu, hein, chez les Celtes, chez les Amérindiens. Et pour le cas français, donc il était bien perçu dans un premier temps. Et puis à partir du moment où on a commencé à faire évoluer des croyances, parce que dans le folklore, on a beaucoup de croyances orales, il n'y a rien d'écrit. Donc quand la religion est arrivée, le loup a été tout de suite transféré au rang de diable. C'est ça qui a permis de faire augmenter la vision négative de cet animal-là. Donc il est perçu de manière différente suivant les pays. Si on prend deux pays voisins, c'est-à-dire la France et l'Italie, deux voisins qui ont une culture un peu différente, on va avoir chez nous le loup qui est vraiment perçu comme le diable,
Et juste à côté, on a la Louve, qui est vraiment perçue comme la mère nourricière et comme la fondatrice de la ville de Rome, qui est la capitale de ce pays-là. Donc on va avoir, suivant les pays, une vision complètement différente. Et malgré je vais en parler un peu plus tard, qui est ce loup réel aujourd'hui, alors qu'on connaît ce loup réel, eh bien on a toujours dans l'inconscient cette vision négative de cet animal-là. On entend encore aujourd'hui, si t'es pas sage, je vais te jeter au loup. Dans les expressions, on a aussi l'homme est un loup pour l'homme, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un animal qui est encore dans notre inconscient collectif, un animal qui peut faire peur. On sait très bien qu'il ira pas ou très très peu s'attaquer à l'homme, il y a très peu d'attaques sur l'homme de loup, c'est souvent des personnes qui pouvaient avoir des chiens, par exemple, en balade, mais on en a recensé qu'une dizaine en 50 ans, c'est rien du tout. Eh bien, malgré qu'on sache ça, il y a encore des personnes aujourd'hui qui ont peur d'aller ne serait-ce que se balader ou randonner. Donc cette vision, elle est ancrée dans nos têtes et on a du mal un petit peu à la faire sortir. Et à partir du moment où on va enclencher le mot loup dans des histoires, on va souvent le représenter de manière bipède et de manière négative. Le grand méchant loup, il est sur deux pattes, il est habillé, il est rendu humain. On pense aux trois petits cochons. Aujourd'hui, ça commence à même s'inverser parce qu'on connaît un peu mieux le loup, donc ça évolue à travers les âges. C'est plus le grand méchant loup et les trois petits cochons, c'est les trois méchants cochons et les gentils petits loups maintenant. Donc voilà, ça commence à évoluer un petit peu parce qu'on connaît un petit peu plus l'animal, mais ça prend du temps tout ça. Le loup est un animal dit commensal, c'est-à-dire que c'est un animal qui entretient avec nous des interactions fréquentes, plus ou moins distantes. À travers sa longue histoire, on peut constater que l'humanité s'est souvent identifiée de façon plus ou moins pertinente à la structure sociale des loups. On parle de meute ou de loup solitaire, par exemple, pour décrire certains comportements humains. En tout cas, quelle que soit l'interprétation des observations qui ont été faites sur l'animal, à travers les époques, elles reflètent les propres projections des sociétés qui l'ont observé dans leurs préoccupations d'organisation sociale. Donc le loup est un animal qui vit de manière très particulière. Il vit vraiment en famille. Et il y a un vrai parallèle qui peut se faire entre l'homme et le loup. C'est-à-dire que quand on crée, nous, notre propre famille, humain, on va avoir les enfants qui vont grandir, puis au bout d'un moment, après leurs études, ils vont commencer à faire des études un petit peu plus poussées, puis chacun va aller faire ses études un petit peu plus loin, puis construire sa vie. Ben, les loups, ils étudient pas, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que vers 2 à 3 ans, un loup a sa maturité sexuelle et il peut quitter sa meute. Donc un jeune mâle et une jeune femelle vont se rencontrer sur un territoire, vont trouver un territoire viable avec de l'eau, de la nourriture, le moins de présence d'autres loups possible, le moins d'humains possible, et constituer leur famille. Il n'y a pas de chef dans une meute, c'est une structure familiale avec papa, maman et les enfants. Et chaque année, les louveteaux vont grandir, partir pour aller créer leur meute ailleurs. Et là où il y a aussi un énorme parallèle entre l'homme et le loup, c'est la notion de caractère. C'est-à-dire que chez les loups, il y en a qui ont des forts caractères, puis d'autres qui ont des caractères beaucoup moins forts. Et c'est comme chez nous, c'est comme chez les humains. On va pas pouvoir faire une généralité d'un individu, d'un loup, alors que c'est un seul loup qui a décidé, par exemple, d'aller courir et essayer de chasser une grosse proie, alors que les autres en ont un petit peu peur, par exemple. Nous, humains, quand on est gamin, il y en a un qui est un peu plus téméraire, qui va jouer sur un vélo alors qu'il n'a jamais fait de vélo. Chez les louveteaux, c'est pareil. Il y en a un qui va aller avec les adultes, proche d'un potentiel danger, alors que d'autres vont être en retrait. Chacun a son caractère qui lui est propre, au sein de cette famille, qui va communiquer grâce au vocal, donc au hurlement, grâce à l'urine, les excréments, et grâce aussi au physique. Ça, c'est quelque chose que nous, humains, on a oublié. On communique plus trop avec le physique, avec les mains, etc., avec la gestuelle, ça fait longtemps qu'on ne communique plus comme ça, mais eux, c'est partie intégrante de leur communication. Communiquer avec les oreilles, la queue, tout ça, ça va être extrêmement important chez cet animal-là. Le loup, mais cela pourrait être déjà le chien, se trouve sur de très anciennes représentations, comme sur le site d'art rupestre préhistorique à Alta, en Norvège. Les relations que nous avons, que de nombreuses cultures ont avec le loup, nous ramènent à la révolution du Paléolithique dont nous héritons aujourd'hui. Le terme français loup témoigne aussi de cette grande ancienneté, puisque se distingue une racine indo-européenne
qui se détecte tant dans le latin lupus que dans l'anglais ou l'allemand wolf. Nombreux mots incluent une racine qui évoque le loup. Lycée ou lycanthropie, avec une étymologie grecque, lukos, ou lupanar, où on retrouve l'étymologie latine évoquée. Il apparaît aussi dans des expressions aller à la queue leu, ou une lumière entre chien et loup. Des noms de plantes ou des champignons comme le lupin ou la veste de loup, des prénoms tels Wolfgang, des toponymes ou noms de lieux, Canteloup, Saint-Leu, dont certains dans la région messine comme Queuleux ou Hurleloup. Les rapports de l'être humain avec cet animal ne sont pas pour autant universaux, ils oscillent entre la peur, la crainte, le respect ou la fascination. En Europe occidentale, le loup est notamment lié aux invasions germaniques et eurasiatiques. C'est un porteur de la rage. La crainte de sa morsure le transforme en animal féroce, voire cruel. La vaste période du Moyen-Âge joue un rôle crucial sur la perception que nous en avons encore en France, ou du moins jusqu'à relativement récemment, celle des contes qui fait du loup une bête hostile. Les historiens nous apprennent que les rééducations de l'espèce commencent dès la fin du 5e siècle, à mesure que des êtres humains, encore proches des forêts, gagnent du territoire. Le loup disparaît des îles, comme en Angleterre ou en Sicile, entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. L'élimination n'est pas totale sur le continent, car la présence de la population humaine se résorbe quelquefois à cause du climat, des épidémies ou encore des guerres, mais aussi parce que le continent est suffisamment étendu pour permettre la migration des meutes. Le loup réapparaît ainsi dans les aires domestiquées. Sans nécessairement être hostile aux humains, les loups profitent d'une certaine proximité et d'un certain relâchement pour trouver plus facilement leur nourriture. Ainsi, des loups déterrent des cadavres à Paris dans la première moitié du XVe siècle. Il leur arrive de s'en prendre à des proies plus faciles, comme du bétail, voire des enfants. Comme pour conjurer la peur, le roman de Renard, composé entre les XIIe et XIIIe siècles, charge le loup de bêtises. C'est le personnage d'Isengrin, alors que les chasseurs de l'époque savent que c'est un animal rusé, comme ils peuvent l'écrire dans les ouvrages de Vénery. Dans les histoires qu'on raconte aux enfants, souvent, ce que je disais tout à l'heure, il a cette image vraiment négative. On va le rendre, entre guillemets, humain, et avoir cette image négative de manger, si on se rend compte dans les histoires aussi, il va manger la chèvre de Monsieur Seguin, il va manger les 3 petits cochons, tout ce qui a une vision entre guillemets adorable va être consommé par ce loup. Donc il a vraiment cette vision négative. À côté de ça, il y a des petites histoires à côté qui peuvent être positives. C'est hyper rare, mais ça peut exister. On a le cas dans le coin avec le loup de Malzéville par exemple. Qui est l'histoire d'une femme qui est une jeune femme qui est issue de la noblesse et son père lui a dit ne sors jamais parce que tu pourras rencontrer entre guillemets des loups, mais des loups c'est pas le loup réel, l'animal, c'est des hommes mal intentionnés. Donc on met le nom d'un animal qu'on n'aime pas sur une personne qui est mal intentionnée et du coup elle a décidé, vous connaissez les enfants, on l'a tous été, de un petit peu déviée de l'envie de son père, elle est sortie et elle a effectivement rencontré un homme qui a voulu tout simplement abuser d'elle et elle s'est fait sauver par un loup qui a repoussé cet odieux personnage dans cette histoire-là. Et quand son père a appris ça, parce qu'elle a tout raconté à son père, il a interdit la chasse au loup pendant une période dans son domaine. Et aujourd'hui, quand je disais qu'il y a vraiment un lien entre la réalité et l'imaginaire, on retrouve la chapelle de la Gueule du Loup de Malzéville dans le cimetière qui est dans ce lieu-là. Donc on a un reste de cette histoire. Donc c'est toujours un parallèle qui est très particulier. Le loup, on ne sait pas où est l'imaginaire, on ne sait pas où est la réalité. Le loup a frappé et frappe encore l'imaginaire. Le loup a marqué l'être humain d'une empreinte durable malgré sa quasi-extermination et son éloignement dans notre quotidien. C'est un animal qui hante évidemment le folklore, donc partons donc maintenant chercher la trace du loup dans cette exposition. Les artistes font encore aujourd'hui appel à la figure du loup pour créer leurs œuvres. La Toison d'or de Pierre Huyghe est une photographie de 1993. Elle est prêtée ici pour l'exposition
par le FRAC Champagne-Ardenne à Reims, c'est-à-dire le Fonds régional d'art contemporain. Sur la photographie, nous pouvons voir des personnes portant des masques d'animaux. Il s'agit d'adolescents. Ils se trouvent autour d'un jeu en bois coloré pour les enfants, une sorte de parcours constitué de maisonnettes, de passerelles, d'une échelle et d'un toboggan. Un taureau prend appui avec sa main sur le petit édifice, tandis qu'un lion repose ses fesses dessus. En hauteur, à côté d'un aigle, un mouton s'accoude à la balustrade de la passerelle pour regarder en bas. Assis sur le sable, un loup vêtu de ce qui ressemble à un survêtement des années 1990. On aperçoit de petits enfants qui approchent la structure pour jouer comme si de rien n'était. Des plantations d'arbres cernent l'aire de jeu, coupant la barre d'immeubles modernes à l'arrière-plan. La photographie appartient à un ensemble où l'on observe, comme sur celle-ci, la déambulation sans but apparent d'adolescents et d'adolescentes à tête d'animaux autour d'une aire de jeu. Ces animaux, comme dans les fables, peuvent sembler converser ou traîner dehors, comme on le dit des jeunes. Dans la série de photographies, l'agneau côtoie un groupe d'enfants, puis est assis sur un banc à côté de deux personnes âgées. Le lion est assis au bord d'un bassin. On retrouve le loup assis sur un banc ou en train de se diriger vers le jeu. Le loup rôde. Pour l'artiste Pierre Huyghe, les têtes d'animaux sont caractéristiques des personnages que l'on rencontre dans les parcs d'attractions. Le titre fait à la fois référence à l'ordre chrétien de la Toison d'Or, ainsi qu'à un centre commercial et un parc d'attractions dijonnais du même nom, fermé après une faillite l'année de la réalisation de l'œuvre. Les photographies sont prises dans le parc public de la Toison d'Or. Pour l'occasion, le syndicat d'initiative a imprimé une brochure qui annonce l'événement, une manifestation. Pierre Huyghe souligne que les adolescents, et je le cite, déambulent et manifestent autour d'une aire de jeu. Il dit encore, une fable contemporaine va être jouée au pied d'une barre HLM. Il rejoue l'histoire urbaine à l'intérieur de ses propres signes. Il s'agit d'une œuvre qui fait référence à l'histoire d'un ancien lieu de Dijon, longtemps chargé de symboles, sur lequel a été prise la photographie. La strate historique laisse aujourd'hui la place à une toute autre histoire, moins spectaculaire, composée du quotidien contemporain de ses habitants. Pour comprendre ce décalage, revenons un peu sur le titre de l'œuvre pour parler un peu sur la Toison d'Or. L'ordre de la Toison d'Or est un ordre de chevaliers, un ordre de noblesse d'alliance à l'origine bourguignonne fondé en 1431. L'origine de l'ordre de la Toison d'Or s'appuie sur un syncrétisme entre mythologie grecque et la partie de l'Ancien Testament de la Bible. Son symbole principal, une peau de bélier entière en or, provient de l'épisode mythologique de Jason et les Argonautes. Les autres emblèmes de l'ordre découlent des familles nobles. La Sainte-Chapelle de Dijon, en Bourgogne, fut, avant sa destruction, un lieu emblématique de l'ordre de la Toison d'Or. Les armes peintes des chevaliers y étaient représentées. À ce propos, il faut rappeler que parmi tous les animaux qu'ont pu choisir les familles de nobles françaises pour orner leurs armoiries, le loup figure sur plus d'un millier d'entre elles. Dans les différentes photographies de la Toison d'Or de Pierre Huyghe, on voit le loup rôder, tel un adolescent aujourd'hui. Néanmoins, il ne représente plus vraiment ici une menace. Il erre sans but, les mains dans les poches. C'est un personnage presque sans histoire. Dans l'imaginaire chrétien, plutôt négatif à son encontre, le loup agit comme une figure inversée de l'urbanité et donc de la civilisation et de la domestication. Entre parenthèses, si le mythe de la louve qui nourrit Romulus et Rémus donne une image plus positive de l'animal, il rappelle la fondation d'une civilisation, d'une urbanité se construisant à partir du monde sauvage, la naissance ou l'origine légendaire d'un empire. Alors la louve de Rome, c'est une histoire qui est extrêmement intéressante. En fait, en Italie, un oncle devait avoir accès au trône à partir du moment où ses deux neveux n'étaient plus. Ses deux neveux, c'était Rémus et Romulus. Plutôt que de les tuer rapidement, il a décidé de faire ça de manière un peu détournée, en les mettant dans un panier d'osier. Il les a mis sur le Tibre, qui est un fleuve en Italie, en espérant qu'ils se noient, et pouvoir lui avoir accès au trône. Sauf qu'au détour d'un rivage, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une louve qui a récupéré ce panier en osier, qui a récupéré ses deux jumeaux. Elle les a fait grandir, elle les a allaités, elle les a ramenés à un berger, qui les a fait grandir, et de
ce fait-là. À partir du moment où ils ont grandi proche de l'homme, ils sont un peu disputés. Il y en a un qui n'est plus et l'autre qui a fondé la ville de Rome. Voilà. Donc on est sur une autre vision des choses. On a la femelle du loup, la louve, qui a aidé des humains à faire tout simplement la capitale d'un pays. Alors, à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'une légende a toujours une part de réalité, et lupa, ça veut aussi dire prostituée en italien, donc potentiellement qu'une prostituée ait récupéré des jumeaux, et on a embelli cette histoire-là. Il y a toujours un petit fond de vérité dans les légendes. Le loup est un animal qui accompagne la destruction. Dans les anciennes histoires, il rôde dans les ruines, accompagne famine et épidémie. Le loup est avant tout un animal de forêt ou de territoire indompté, non domestiqué. La forêt appelle l'inconnu, le danger, le mystère aussi. Le loup se rencontre parfois à la lisière de l'espace urbain, mais sa venue en ville est un signe néfaste qui signale une anomalie dans l'ordre chrétien des choses. L'idée se retrouve à travers le récit de Saint Vaast, que relate le plus gros succès d'édition du Moyen-Âge avec la Bible, qu'est la légende dorée de Jacques de Voragine, qui compile la vie d'une centaine de saints de l'Église catholique et de fêtes liturgiques. L'ouvrage peut être considéré comme un recueil de folklore avant la lettre, dans le sens où il procède parfois à la sanctification de coutumes ou d'histoires dites païennes. Alors, pour rappel, le paganisme relève, comme son étymologie le laisse entendre, de ce qui se passe à la campagne, à l'opposé de la civilisation urbaine. Afin de dénigrer les religions dites païennes, elles sont ramenées à une dimension campagnarde ou sylvestre ou forestière. Pour rappel, le christianisme s'est développé dans les premiers temps au cœur de centres urbains plus ou moins importants. Le récit de Saint Vaast fait intervenir un loup qui habite une église abandonnée, couverte de ronces. La nature sauvage a repris le dessus. Le saint ordonne au loup de quitter le lieu, qui obéit. La légende dorée fait intervenir le miracle et le merveilleux. Il y a des saints qui protègent du loup, comme Saint Blaise, le commande, parle avec lui. Il ne faut pas oublier non plus que le loup s'oppose au symbole christique qu'est l'agneau. Alors, outre le loup, la légende dorée évoque les affrontements avec d'autres bêtes, notamment fantastiques comme les dragons, symbole du paganisme ou du mal incarné par le diable. Elle évoque la légende de Saint Marthe qui a dompté la Tarasque. L'exposition folklore montre une peinture qui représente une célébration autour de cette bête protéiforme de la Provence, chassée par Tartarin de Tarascon. La Tarasque rappelle les histoires de la bête du Gévaudan, suspectée parfois d'être apparentée au loup. L'exposition montre aussi des pièces liées au Graoui, dragon ou serpent messin chassés par Saint Clément, des ruines de l'amphithéâtre. Il y a une tradition de saints pourfendeurs de dragons, de monstres ou d'animaux qui en dit long sur le rapport de l'Occident à l'animal et en particulier au loup. Au contraire, il ne faudrait pas oublier le frère loup de saint François d'Assise. C'est en Italie, ça s'appelle Loup de Gubbio. C'est un loup en fait c'est une histoire, hein, c'est une légende, qui venait manger des enfants dans le village et l'abbé, donc représentant de la religion, a décidé là-bas d'aller voir ce loup et de lui dire on va faire un pacte tous les deux. Ce pacte, il est simple, tu arrêtes de t'attaquer à nos enfants, à notre bétail, et en contrepartie, nous, villageois, on va te nourrir. Et c'est ce qui s'est passé, les villageois l'ont nourri et il n'a jamais plus attaqué d'animaux domestiques ou d'enfants, comme il pouvait dire dans cette légende. Et à partir de ce moment-là, on a eu une vraie entente entre le prédateur qu'on pensait malsain et les hommes. Donc c'est assez compliqué suivant les cultures, mais on arrive à retrouver des images positives et des images négatives suivant le temps et effectivement le pays dans lequel on va se trouver. Avec la Toison d'or de Pierre Huyghe, nous ne sommes pas loin de la créature fantastique, thème qu'aborde l'exposition. L'artiste revisite par là la question de l'animalité, de la créature hybride, de la part animale, mais aussi de l'exclusion de l'animal dit sauvage aux marges de la société civilisée, devenue une mascotte caricaturale de parcs d'attractions à thème. On peut aussi y voir un rapport perdu avec l'animal, devenu étranger, inconnu. Ces êtres aux têtes animales, mais à la posture et au corps humain,
qui habite les photographies de la série de Pierre Huyghe, déambule sans but dans le tissu urbain. L'artiste procède de la sorte à une résurrection d'anciennes présences ou d'anciens symboles dont on a aujourd'hui perdu la signification. Il réinsuffle une sorte de destinée narrative où rien ne semble se produire. Les personnages zoomorphes de cette fable contemporaine, privés d'histoire au fil du temps, évoquent la modification de la portée des symboles à travers les époques, des blasons médiévaux à la signification devenue obscure, aux parcs à terme à leur tour devenus obsolètes. L'œuvre est l'illustration d'une activité moderne ou plutôt d'une non-activité, d'une occupation considérée improductive, le désœuvrement. C'est perdre son temps à ne rien faire, se promener sans but précis, éprouver une attente sans issue, c'est glander. Les loups errent sans but, ils maraudent sans chercher de proie. La Toison d'Or renouvelle le folklore tout en reproduisant l'un de ses processus fondateurs, à savoir la remémoration et l'oubli concomitant des sources originaires où strates historiques se trouvent confondues. Ce rapport au folklore qui se dessine avec la Toison d'Or revient plus tard dans l'œuvre de l'artiste. En 2010-2011, avec Streamstyle Day, il part à la recherche de nouvelles formes de rituels, quitte à en créer de toutes pièces. Une autre œuvre dans laquelle on va retrouver la trace du loup, c'est le Verdure Tour 2009 de la France mystérieuse. C'est une œuvre qui a été réalisée par Pierre Fischer et Justin Meckel. C'est un duo qui existe depuis 2008 et qui ont créé la revue Verdure. Donc en 2009, les deux artistes décident de parcourir la France sur le principe du guide de la France mystérieuse qui a été dirigé par René Allot de la série des guides noirs aux éditions Tchou. Donc c'est un ouvrage qu'il découvre et dont il souhaite renouveler un peu les histoires. Ces guides noirs, en général, sont des recueils d'événements mystérieux, souvent en rapport avec le folklore fantastique. On peut y trouver des contes, des superstitions, des croyances, des légendes, dans des petits lieux ou des endroits de la France. Et cette série a été déclinée à diverses régions. Donc Pierre Fischer et Justin Meckel collectent, comme les folkloristes en leur temps, de nouveaux événements et de nouveaux faits mystérieux. Ils vont à la rencontre des populations. En fait, ils transforment leur voiture, une 205, en mini-imprimerie où à chaque rencontre, ils vont éditer les histoires et ensuite les partager dans des sortes de petits fanzines avec les populations qu'ils rencontrent. Donc la revue que les deux artistes publient ressemble beaucoup à la littérature des colporteurs des 18e et 19e siècles que l'on va retrouver aussi un peu à travers l'exposition l'exposition folklore. Donc ces revues sont distribuées dans les nouveaux lieux qu'ils visitent afin de susciter l'échange. C'est une approche de l'oralité, c'est une approche aussi moins rigoureuse, qui se laisse moins rigoureuse, on va dire scientifiquement, qui se laisse porter au fil des rencontres et des envies. Ce sont des artistes aussi qui sont influencés par d'autres artistes qui sont présentés dans l'exposition, à savoir Jeremy Deller et Alan Kane, où une partie de leur projet est partiellement présentée, le projet Folk Archive, où ils réunissent le folklore contemporain de l'Angleterre d'aujourd'hui. Donc, dans l'œuvre des artistes, on peut voir qu'il y a différentes photos de leur voyage, différentes pièces, mais il y a aussi des extraits de ces guides de la France mystérieuse, et notamment ces légendes qui sont consacrées au loup. Dont une qui vient de Pont-Audemer, qui s'appelle Le baiser des loups-garous. Pont-Audemer, le baiser des loups-garous. On ne devait pas se risquer dans les forêts voisines en période d'avent. Les loups-garous couraient les bois et embrassaient le voyageur sur la bouche d'un baiser qui le glaçait. Donc il faut savoir que dans le terme de loup-garou, il y a comme une redondance, puisque garou vient de werewolf, l'homme-loup.
En parlant de loup-garou, on peut aussi évoquer dans l'exposition folklore la présence de Raphaël de Westphalen, qui était un médecin, un folkloriste messin, qui a consacré un article au loup-garou dans son petit dictionnaire des traditions populaires messines de 1934. Si on se reporte aussi à un article sur le loup dans ce dictionnaire, on apprend qu'une personne apercevant un loup le matin devient enrouée. Que le pays messin semble avoir eu beaucoup à souffrir des loups et dont le dernier a été abattu après 1870. Il existait d'ailleurs, ce qu'on apprend toujours avec le dictionnaire de Raphaël de Westphalen, une demi-douzaine d'épîtres aux loups dont le chant était censé l'éloigner. Alors dans l'exposition, on retrouve le musée du peuple messin dont il a été l'initiateur et dont le fond est aujourd'hui conservé au musée de la Cour d'Or. L'autre pièce où on va trouver la trace du loup dans l'exposition, c'est une pièce qui est conservée dans les fonds du MUSEM. C'est la boîte et les fiches de contes de Paul Delarue. Paul Delarue est né en 1889, c'est un folkloriste français et il s'est consacré aux contes populaires de la France. Il meurt en 1956. Et en 1957 est publié le premier tome du grand catalogue des contes de France et d'outre-mer, le conte populaire français. Il faut savoir que le travail a été repris par la suite par une Mosellane, Marie-Louise Tenez, qui vient de Longeville, les Saint-Avold. Les fiches de contes en fait recueillent des histoires glané un peu partout, avec ce qui s'appelle la classification Arnay-Thompson, qui répertorie ou explique un peu les contes types que l'on va retrouver dans différentes cultures. Évidemment, il y a énormément de contes d'animaux et le loup occupe une bonne place dans cette collecte de contes. Alors en vitrine, les fiches qui sont sorties des boîtes ne parlent pas directement du loup, c'est un exemple, mais évoquent le personnage de Jean de l'Ours.